Thomas, Pauline, est-ce que vous pourriez vous présenter, nous dire un petit peu qui vous êtes? Pauline, tout d'abord. Mais avec grand plaisir. Merci beaucoup Fabrice. Donc moi j'ai le plaisir d'être là aujourd'hui avec Thomas pour représenter le cabinet Imaginable. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'on fait? On est un cabinet de conseil en stratégie de développement durable et en fait on met en place des projets d'innovation positive avec les grandes entreprises et notamment les marques dans l'industrie de la mode. On les aide à mettre en place des nouveaux modèles économiques et notamment le modèle de la fonctionnalité et de la circularité qui sont pour nous la clé qui vont permettre aux entreprises de découpler croissance économique et utilisation des ressources. Moi, aujourd'hui, je suis là plus particulièrement parce que j'ai eu la chance de travailler chez Mud Jeans il y a quelques années, qui est en fait une marque précurseur du modèle de la location de vêtements, je dirais, dans le monde. Ils se sont lancés en 2012. Ils sont néerlandais et en fait, ils vous permettent de louer votre jean pour un prix assez dérisoire. Mais voilà, tous les mois, vous pouvez louer votre jean. Et ils sont toujours là. Et du coup, c'était pour partager cette expérience avec vous. Parfait, merci beaucoup, Pauline. Thomas, présente-toi. Donc, moi, je suis Thomas Busutti, je suis économiste de formation. Ça fait une vingtaine d'années que je travaille dans le monde du développement durable. Et donc, je suis fondateur du cabinet Imaginable. Et je l'ai fondé parce que justement, ayant passé dans plusieurs grands groupes, dont Kering, je suis aperçu à quel point la stratégie RSE, je dirais que ce n'était pas suffisant, mais qu'il fallait vraiment intégrer le modèle économique. Et donc, on a travaillé notamment avec Pauline sur comment on peut intégrer ce concept de développement durable dans le modèle économique au travers de 4 modèles, dont le modèle fonctionnel dont on va parler aujourd'hui et tout de suite d'ailleurs. Justement, vous parlez d'économie de la fonctionnalité. C'est quoi exactement cette économie de la fonctionnalité? Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, je vais essayer de le résumer en quelques minutes. Ça va être un peu compliqué, mais pour faire simple, le principe, il est simple. C'est de passer d'une logique de la vente d'un bien à l'usage de ce bien. Donc, il y a eu beaucoup de choses d'ailleurs qui ont été dites dans le débat précédent. Donc, l'idée, c'est effectivement, comme a dit Pauline, de découpler la création de valeur économique avec la consommation d'énergie et de matières premières, de se affranchir des ressources. Et si on pousse le bouchon jusqu'au bout, c'est de faire en sorte que le produit, qui est matériel, ne devient plus que le levier pour vendre des services qui sont immatériels et qui vont avoir bien sûr une empreinte environnementale beaucoup plus faible. Donc, d'un point de vue économique, on voit bien tout de suite le premier avantage, c'est potentiellement du coup le potentiel de croissance. Alors, il n'est pas infini, mais il est beaucoup plus fort si on s'affranchit des ressources, de la contrainte de ces ressources et des matières premières et de l'énergie qu'on utilise. Et puis, c'est aussi, c'est comme ça que nous on le vend, un levier pour développer de nouveaux services, pour penser des nouveaux services et donc des nouveaux business. Ça révèle des nouveaux business. Si je prends le cadre de la mode, ça va être le conseil personnalisé, le nettoyage, la livraison, la réparation, le reconditionnement. Et si on pousse encore une fois jusqu'au bout à raisonner en termes de fonction, de fonctionnalité, ce qu'on peut vendre d'un point de vue immatériel, c'est du lien social, du bien-être, de la confiance en soi, de la sérénité, de l'équité, de la sobriété. Enfin, je crois que là aussi, les intervenants précédents ont très très bien illustré, on va dire, toutes ces fonctionnalités. Donc, sachant qu'en plus, effectivement, d'un point de vue environnemental, non seulement on découple en termes de matières premières, mais en plus, ça incite, le modèle intrinsèquement incite à la circularité, à la durabilité du bien, donc on lutte contre l'obsolescence programmée. Et puis, voilà, et donc ça, c'est un point de vue. Et puis, d'un point de vue social et sociétal, c'est aussi important parce que c'est souvent quand même créateur de main-d'œuvre qui est local, donc non délocalisable. Quand on travaille sur du service, on est forcément, on a recours à la main-d'œuvre. Ça crée des logiques de collaboration. Là aussi, on l'a très bien vu dans la table précédente, la table ronde précédente. Et puis, ça rend accessible des produits auxquels on pouvait ne pas avoir accès. Donc ça se fait de deux façons. Si je zoome sur la mode, c'est soit la location d'un vêtement via une plateforme intermédiaire. Donc là, on a eu aussi des exemples. Donc c'est des marques qui viennent louer leurs vêtements via une plateforme. Et là, on a deux différences. Soit c'est un usage ponctuel, c'est typiquement les cachotières ou une robe un soir ou ma bonne amie. Donc on va louer une pièce pour un soir ou une semaine, peu importe. Ou c'est aussi là le cas de vêtements techniques, de la location de chaussures et de vêtements de ski. Ça fait des années que ça existe. Ou la deuxième chose, c'est l'usage récurrent d'un vêtement. Donc là, c'est pas une occasion particulière, mais c'est de façon, soit pour une saison ou pour une durée particulière. Donc là, on a eu l'exemple
de closet justement sous forme d'abonnement mensuel où on a effectivement des box. C'est le cas du grand dressing ou des apprêtés qu'on a pu voir aussi, qui peuvent là aussi donc avoir cette dimension récurrente sous forme ou d'abonnement mensuel ou de box, enfin mensuel ou autre d'ailleurs, forcément que mensuel, ou sous forme de box. Donc ça, c'est le premier cas de figure. C'est des marques qui se réunissent au travers d'une plateforme qui va louer leurs vêtements. La deuxième cas de figure qu'on a, c'est une location directe de vente de vêtements par la marque. Donc ça, c'est effectivement le cas de Bash, comme on l'a vu. Donc l'intérêt là, c'est qu'on garde le contrôle de l'exclusivité et ça permet de proposer l'ensemble de l'offre que vous avez en modèle locatif. Et puis de façon plus concrète et plus rationnelle, si je puis dire, ça permet aussi de remettre en location des stocks d'invendus. Donc c'est une façon aussi de rentabiliser les stocks d'invendus. Là-dessus, on peut donner un exemple qu'on a co-designé, on va dire, avec la marque Bocage. C'est l'atelier Bocage, où c'est donc la première offre de location de chaussures multivie. Donc vous avez non plus la possession de la chaussure, mais donc son usage pendant 2 mois, en l'occurrence. Et donc tous les 2 mois, vous ramenez la chaussure en magasin et vous pouvez soit l'acheter à moins 50%, soit relouer une chaussure, et ainsi de suite. Le plus, on va dire, c'est que ça aussi mixe un modèle circulaire, parce que la chaussure qu'on va reprendre, on va la reconditionner pour la relouer derrière ou la revendre sur une plateforme de 2e, de 3e, voire de 4e main, puisqu'on peut aller jusqu'à 4 vies de la chaussure. Le dernier exemple, je vais laisser Pauline en parler, c'est Mud Jeans, qui a été vraiment un des précurseurs de ce système de location, en l'occurrence de jeans. Pauline, à toi. Merci, Thomas. Alors effectivement, Mud Jeans, en fait, ils ne sont pas partis au départ sur l'idée de louer un jean. Le défi de Bert, c'était, donc il avait fait une grande carrière dans l'industrie de la mode. Il s'était rendu compte de l'impact au niveau social, aussi bien social qu'environnemental de cette industrie. Et il s'est dit qu'il allait essayer de prendre l'habit le plus porté au monde, le jean, et de le rendre au plus petit, de le rendre à moindre impact. Et comment il a commencé ça? Au début, il a loué des jeans qui étaient faits de manière éco-responsable, dans des usines équitables, avec des codes d'éthique, avec des partenaires industriels extrêmement engagés. Mais il s'est rendu compte que ce n'était pas assez, parce qu'il n'avait toujours pas la main sur la fin de vie et sur qu'est-ce que va devenir le jean à la fin, une fois qu'il est cassé ou qu'il est trop usé. Et donc, en fait, c'est comme ça que l'idée de Lease Jeans, donc c'est le nom du programme, mais en gros, c'est un programme de location, lui est venu. Et donc, il s'est dit, en fait, on va passer un contrat avec nos clients qui vont devenir nos utilisateurs. Et on va leur dire, vous allez pouvoir payer un fee mensuel pour l'utiliser, mais pas pour le posséder. Et donc, on va garder Mud Jeans. Les Mud Jeans appartiendront toujours à Mud Jeans. Et que vous le louiez ou que vous l'ayez acheté, parce qu'on vous laisse la possibilité de payer l'usage finalement en un seul temps au début lorsque vous l'achetez. Vous allez toujours nous le renvoyer. L'idée, c'est qu'on vous envoie une étiquette de retour, vous nous le retournez, et nous, on se charge de le recycler et de le réintégrer dans nos nouveaux jeans. Donc en fait, là, ce qu'ils ont fait, qui était plutôt incroyable, c'est qu'ils ont utilisé la fonctionnalité pour permettre la circularité de leurs produits et pouvoir recycler leurs jeans et en faire un modèle vertueux où ils n'ont plus besoin d'extraire les matières naturelles pour produire leurs vêtements. Moi, j'ai une question pratique. Moi, je suis fan de jeans, je garde pendant des années. Ouais. Et effectivement, avec le temps, il va s'user, il va avoir une patine, je lave tous les 6 mois. Et effectivement, la notion de location, ça ne m'est jamais venu à l'esprit. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui va durer sur le long terme, notamment sur des jeans de qualité, ainsi de suite. Comment un consommateur se dit, avec ce modèle-là, je vais passer d'un modèle effectivement de possession à un modèle d'usage ou de location, en fait. Comment, en fait, on lui explique? Comment on lui explique? Alors bon, c'était un petit challenge, surtout au début, d'essayer avec ce vêtement qui finalement est censé durer très longtemps. Alors, c'est arrivé au même moment que l'essor de la fast fashion où finalement, malheureusement, la qualité des vêtements n'était plus la même. Et donc, du coup, cette histoire de location avec une garantie de réparation qui fait partie en fait du contrat de tous les services qui sont rendus par l'offre, ça permet aux clients, aux utilisateurs de se sentir rassurés, de savoir que leur jean sera toujours en bon état et que si jamais il est trop usagé, on va pouvoir le renvoyer et en prendre un nouveau.
Ça répond à un deuxième enjeu aussi, qui est le fait de... Alors, il y a ce dilemme qui est je ne veux pas consommer trop, mais d'un côté, j'ai aussi envie de changer de style de temps en temps. Ça ne veut pas dire changer de style toutes les semaines, mais peut-être que mon jean, j'ai envie de changer de coupe, d'essayer quelque chose de nouveau, de me renouveler. Et donc, ce système de location permet de s'assurer de pouvoir changer de style, sachant qu'on a plusieurs coupes sur le site, tout en sachant que Mudjeans ne fonctionne pas avec des saisons, mais c'est simplement une collection qui reste la même, avec quelquefois de nouveaux produits, mais c'est très, très ponctuel. Très clair. Petite question pour tous les deux. Manifestement, ce modèle-là, si j'ai bien compris, est surtout fait pour des monoproduits. Vous parlez de jeans, vous parlez de chaussures. Comment une marque qui a une profondeur de gamme assez complète peut rentrer dans cette économie? Comment elle fait? Alors déjà, elle peut tester. Je crois que ce qui était aussi un point très intéressant dans ce qui a été dit tout à l'heure, on a parlé de Cachotière for Brands, nous aussi travaillons avec Lizzy.co, qui a un service là aussi tout en un, si je puis dire, et qui en 5 jours peut vous monter un test de location de produits. Donc moi, le premier conseil que j'aurais, c'est de dire testez. Faites ça à petite échelle, effectivement, sur un produit. Et après, vous avez effectivement une capacité à définir une plateforme dans lequel l'ensemble de vos produits vont rentrer. Et ce n'est pas que des jeans. On a un certain nombre de marques. Mais on a pris l'exemple de Bache, par exemple, qui a bien mis l'ensemble de ses produits en location, potentiellement. Donc, ce n'est pas juste monoproduit. Mais l'idée, c'est de rentrer d'abord là-dessus. Et peut-être pour avoir une vision plus globale et qui va donner surtout plus de sens, et nous, c'est ça qu'on défend chez Imaginable, c'est la location, c'est un moyen, ce n'est pas une fin. Donc, je pense qu'il faut bien remettre les choses en place. Et l'idée, c'est de réfléchir avant ça sur c'est quoi les défis sociétaux et environnementaux auxquels je vais répondre. Donc, si je reprends le cas de Bocage, c'était la fast fashion et le gaspillage, justement, qui était lié à la vente de chaussures, et le fait de faciliter la confiance en soi des femmes. Voilà, en les poussant gentiment à essayer des choses, à oser des choses qu'elles n'auraient pas osé dans un modèle d'achat traditionnel. Donc, quand on rentre comme ça, par ces biais associés, enfin ces enjeux, ces défis sociétaux environnementaux, ça permet d'avoir une proposition de valeur qui justement va pouvoir s'adresser à l'ensemble des produits par la réponse qu'on veut faire à ces défis sociétaux environnementaux. Donc, je trouve que c'est une bonne façon à la fois de donner du sens, une vision globale de pourquoi on fait ce modèle de fonctionnalité et de permettre effectivement d'être vraiment différenciant par rapport à la concurrence. Super. On a une question de Pamela qui voudrait vous contacter pour proposer un nouveau business model. Comment elle fait? Pour nous contacter? Oui, tout simplement. Mais ça, c'est compliqué. On va sur notre site imaginableforgood.com où on va pouvoir laisser notre mail s'il y en a qui sont intéressés. Bien sûr, donc, voilà, je pense que l'idée d'apporter ça, c'est de réfléchir avant et de mêler justement location, seconde main. Enfin, tout ça, pour nous, ce sont des moyens, des leviers. Et l'idée, c'est de packager, si je puis dire, et de réfléchir sur comment et sur quel levier je vais m'appuyer pour répondre à ce défi sociétal et environnemental. Donc, pas rentrer par le moyen ou la techno, mais bien par le besoin global qu'on a, le défi qu'on a pour aller vers une société instantanée plus durable. Super. Dernière question, en fait, parce qu'on a quasiment fini. C'est quoi votre actualité? C'est quoi vos projets sur les mois à venir? C'est une bonne question. C'est de poursuivre justement ce type de démarche. Là, on a travaillé très récemment, mais ce n'est pas encore sorti, avec une marque d'entrée de gamme. Donc ça, c'était un vrai challenge parce que justement, on voit bien que tous ces modèles-là, plus on monte en gamme, plus c'est facile, entre guillemets, de les lancer. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a, alors, je ne vais pas tout raconter, mais avec une marque d'entrée de gamme sur laquelle on a travaillé sur le passage d'un programme de fidélité à un programme d'engagement. Et qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on touche à du lourd, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros, ce programme de fidélisation. Comment on peut lui donner une autre ampleur, une autre dimension en travaillant et en intégrant la location, de la seconde main et tout ça, dans cette logique d'engagement qui va, là encore, répondre à des défis sociétaux environnementaux. Super. Thomas, Pauline, c'était hyper intéressant. Merci pour tout.